Bonjour à toutes et à tous, Olivier Vogetta, en direct de Sydney, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, dans le cadre du podcast Un autre regard, j'ai l'honneur de vous présenter la vidéo du Philo Bistrot que j'ai eu l'honneur de vivre en compagnie de Catherine Ray, donc l'autrice Catherine Ray qui m'a interviewé au sujet de mon dernier livre, La folie des frères. Donc c'était une émission assez spéciale pour moi, puisque normalement le Philo Bistrot, vous le savez, c'est un talk show à l'Alliance française de Sydney que j'anime. Et cette fois-ci, j'étais de l'autre côté du micro. J'étais l'interviewé, l'arroseur arrosé, qui a répondu aux questions donc, de Catherine avec plaisir et aussi aux questions de... Voilà, donc je vous laisse en compagnie de cette vidéo avec le son de cet événement qui m'a beaucoup marqué et qui a, je crois, marqué les gens qui sont là. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes super heureux pour cette édition spéciale de recevoir Catherine qui va interviewer Olivier et voilà. Et donc, je vous laisse. Donc, très bon philo bistrot. Merci beaucoup Catherine de nous prêter à cet exercice. Merci Olivier. Merci Philippe. Et effectivement, c'est une position à laquelle je suis pas habitué, d'être pas dans le hot seat, d'être dans l'autre siège où je vais recevoir les questions. Donc j'appréhende un peu, mais j'espère que tout va bien se passer. Voilà, mais on va expérimenter. Et merci à Catherine d'être là. Catherine que je connais depuis un certain nombre d'années. Avec Catherine, c'est une histoire qui a commencé et qui dure encore. J'ai toujours l'impression qu'on a une communauté d'esprit avec Catherine, et c'est pour ça que je lui ai proposé de faire comment dire, de s'adonner à cet exercice, et c'est la première fois que tu le fais. Donc merci infiniment. Voilà. Donc Catherine est une personne chère à mon cœur, et je me sens entre de très bonnes mains. Donc je te fais confiance. Alors, on est ici pour parler de ton livre, La folie des frères. Alors, c'est un livre très touffu, très complet. Il y a beaucoup de sujets, donc il a vraiment fallu que je choisisse des thèmes. J'aborderai pas tous, c'est pas possible, mais alors, sans pouvoir dévoiler l'intrigue, le livre tourne autour d'une famille. Antoine, on dira le personnage principal, son frère François, la sœur Louise, et tout tourne autour de la mort de la mère, Marie. Ils sont censés se retrouver au cimetière, à Paris. C'est un peu compliqué, parce qu'ils ne sont pas tous là, pour des raisons qu'on ignore au début du roman, mais qu'on apprend au fur et à mesure. Celui qu'on voit le premier, c'est Antoine. Et le roman, d'une manière très intéressante, se passe entre la France et l'Australie. Alors, je vais commencer par le commencement parce qu'il y a vraiment des choses dans le début du roman qui m'ont énormément plu. À savoir la visibilité des classes sociales et la manière dont la littérature contemporaine rend visibles les classes sociales. Alors, on avait traditionnellement, on en a parlé au téléphone, on avait traditionnellement une manière d'aborder la classe sociale d'un point de vue naturaliste. On avait des romanciers comme Zola, Balzac aussi, on peut le dire, mais avec des méthodes vraiment d'observation des classes sociales. Et puis, on a progressivement dérivé vers quelque chose de très nouveau dans la littérature. La littérature était traditionnellement... D'abord, le roman est un genre très récent. Il est né au 19e siècle. Donc, la montée des classes sociales
On voit la montée de la bourgeoisie, par exemple, chez Molière. Mais le roman, c'est un genre très, très récent. En fait, avant le 19e, il n'y avait pas véritablement de roman. Le pic du romanesque, c'est au 19e siècle. Alors, on avait des romanciers qui parlaient des classes sociales. J'entends parler des classes sociales qui n'étaient pas les leurs. Parce que ce qu'il faut voir dans la littérature, c'est que la littérature a été traditionnellement tenue par la bourgeoisie. Les gens qui pouvaient se permettre d'écrire, qui avaient du temps pour écrire, c'était traditionnellement des gens, des rentiers, entre guillemets, des gens, des bourgeois, des gens qui avaient des revenus et qui pouvaient se permettre. Donc c'est un petit peu normal que la littérature ait pendant été très longtemps tenue par la bourgeoisie, qui parlait de la bourgeoisie. En fait, on parle de ce qu'on connaît. Donc, Ou de la vision de la bourgeoisie sur les autres voilà, classes. c'est ça. On peut avoir aussi la vision du bourgeois sur les autres classes. Zola, il allait faire sa méthode documentaire. Zola, il n'était pas mineur, mais il allait faire très sérieusement sa méthode documentaire. Donc, on a eu une littérature française qui a été tenue, la littérature anglaise, c'est la même chose, hein, qui a été tenue par la bourgeoisie. Or, dans la littérature contemporaine, il y a un phénomène très intéressant qui se passe, c'est que d'autres classes sociales émergentes sont devenues des écrivains, des gens qui n'étaient pas traditionnellement des rentiers ou des bourgeois ou des héritiers, comme dirait Bourdieu. Hein. Alors, ils n'avaient pas le capital culturel, donc on a eu ces gens-là d'autres classes sociales, des classes émergentes, et le modèle qu'on peut avoir, pour nous, c'est un modèle, c'est Annie Ernaux qui représente la classe sociale du petit commerçant, on va dire, et qui émerge dans la littérature, mais c'est pas d'un point de vue extérieur. Là, elle parle de ce qu'elle connaît et elle dit exactement, elle décrit son environnement. Alors, on a vu l'émergence dans la littérature très contemporaine avec des romanciers comme Édouard Louis. On a vu le prix Goncourt. Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, qui a eu le Goncourt en 2018. On a vu. Et alors, c'est ce qu'on appelle bon, moi, j'aime pas trop l'expression parce que ça fait un peu bizarre. On les appelle des transfuges de classe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont passés d'une classe sociale à une autre classe sociale et qui parlent justement de cette émergence. Alors, l'intérêt, et c'est là où on en vient au point, c'est que cette classe sociale est capable de parler de choses qu'elle connaît, parce qu'elle les a vécues dans son enfance, parce que le milieu ouvrier, comme Nicolas Mathieu, c'est un milieu qu'il connaît, le milieu des corons, c'est un milieu qu'il connaît, et là, moi, ce qui m'a beaucoup vraiment frappé, je trouve que c'est très très bien, c'est la description de Villepinte, la banlieue, la mer, j'ai beaucoup aimé la mer, l'appartement, le bordel hein, dans l'appartement, le bordel avec les enfants, une chose un petit peu. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Il est d'accord hein, pour. Oui. J'ai signé. On en a déjà parlé. Est-ce que tu te considères comme un transfuge de classe? Ah, tu commences fort, hein. Bon, on passe à la question suivante. Non. Écoute, en apparence, oui. En apparence, oui. Voilà. On est en Australie, un pays solaire, un pays où il fait beau, un pays qui représente les richesses, la réussite. C'est le lucky country, etc. Donc, je pense que d'un point de vue extérieur, les gens se font une idée et se disent, tiens, effectivement, ce petit jeune, il a réussi, il a tous les attributs, tous les signes extérieurs de richesse, encore que.
Donc, de ce point de vue-là, je pense que, comme dans un roman, ta question, elle ne vaut que dans le cas d'un point de vue. Donc, du point de vue des autres, effectivement, sans doute, j'en suis un, au même titre que mes frères et sœurs. Mais en réalité, moi, si tu me demandes, est-ce que je pense que je suis un transfuge de classe, je pense que non. Je pense que non, parce que je pense que fondamentalement, on change pas. Je, je crois que il y a quelqu'un il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Laurence Durrell, qui est un poète britannique et qui dit nous sommes les enfants de notre paysage. Et je pense que c'est tout à fait vrai, en fait. Je pense que la façon dont on est et l'enfant que l'on est à 7 ans, il sera toujours là, indépendamment des réussites que l'on peut avoir ou des galères ou voilà, des choses qui pourraient s'apparenter à une vie de transfuge de classe. Donc, je pense que fondamentalement, j'ai pas changé et si jamais on me remettait demain à Nancy, je pense que j'aurais aucun mal à me remettre dans cette vie-là. Peut-être pas dans une tour HLM comme voilà comme j'en ai fait l'expérience de façon indirecte, mais mais je pense que j'aurais pas de mal parce que je pense que la façon dont on est élevé, je pense que ça marque une vie en tout cas. Et élever un enfant, on dit souvent, enfin, il y a un proverbe comme ça, élever un enfant, c'est lui donner des racines et des ailes. Et je pense que les ailes s'arrêtent plus facilement et plus rapidement de battre que les racines ne se font couper ou sévrer. Alors, je pense que les racines, quoi qu'on fasse, quoi qu'on cherche à faire, je pense qu'elles seront toujours là. Et d'ailleurs, Romain Gary ne dit pas autre chose quand il dit on revient toujours sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné, ou quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, je crois. Je crois que à la fin de la fin, et c'est pour ça que j'ai commencé avec le décès de la mère et cet enterrement fondateur pour la famille, parce que c'est un événement fondateur qui va amener un univers de possibilités, bien et mal, qui n'existait pas avant le décès de la mère. Et donc voilà, donc ça, c'est le symbole. Voilà, ils se retrouvent tous sur la tombe de la mère. Et je pense à Gary qui a créé sa vie, qui a fondé sa vie pour sa mère, sur les desiderata de sa mère. Alors, et je pense que c'est ça, quoi. Donc non, je ne pense pas que je suis un transfuge de classe. Alors, J'ai répondu à ta question. oui. Et sinon, ce que tu as dit sur les classes sociales, je trouve ça très intéressant. Effectivement, c'est bien qu'il y ait cette émergence d'auteurs nouveaux qui viennent de classes populaires et qui disent vraiment comment ça se passe. Ouais. Parce que quand c'est des bourgeois qui décrivent les classes populaires, des fois ça sonne un peu faux et Ah ben il oui. y a un problème de crédibilité. Moi, j'aime beaucoup. J'adore Proust, mais la manière dont il décrit ses servantes, Ouais. c'est toujours un peu... Bon, ben voilà, mais c'est comme ça. Et puis aussi, moi je crois que un bon auteur, enfin, un bon auteur, c'est un auteur pauvre. Enfin, le meilleur auteur, ça doit être un auteur pauvre, parce que Ah oui, ben oui. il a personne, il est pas dépendant d'une classe, il n'est pas dépendant de gens auxquels il veut faire plaisir, il a rien à perdre. Oui, oui, oui. Souvent, il a faim, il a soif, et D'accord. je pense que Je suis tombée sur cette citation de Wilde, Oscar Wilde, il y a 2 jours. L'écrivain n'est pas le laquais du public. Et c'est ça. Ouais. Et l'écrivain est libre. Et tu as entièrement de raison de dire que l'écrivain, même si Annie Ernaux, il y a une liberté. Il y a une liberté. Mais tu vois, quelque part, c'est intéressant parce que la polémique que son prix Nobel a suscité est révélatrice, bien sûr. révélateur, tout à fait révélateur, que une classe s'arroge le droit, bon, et puis Paris, tu vois, c'est cette espèce, cette citadelle, c'est tout à fait révélateur de la tradition qui pèse lourd
sur les épaules des écrivains. Alors, le roman est bien balancé entre la France et l'Australie. Alors ça aussi, c'est très bien, parce que c'est pas un roman français, c'est pas un roman australien, mais c'est un roman qui se passe dans les deux en même temps. Et ça, c'est bien balancé. Et toi, ton parcours, ça a été la France, l'Angleterre et l'Australie. Mhm. Tu passes des slides là. En arrière, on défriche d'abord. Donc là, c'est Nicolas Mathieu, qui est de chez moi d'ailleurs, hein, Ah oui? qui est de Nancy. Ouais. Ah. Il vit à Nancy. Oui, Mathieu, le prix Ouais. concours. Ah d'accord. Nicolas Je Mathieu, l'avais. Ali Arnaud, Manchette, et puis l'ami Édouard Louis, que j'ai eu plaisir à rencontrer. Il n'y a pas tellement longtemps qu'il est venu. Ouais, il y a quelques semaines. Et ouais, j'ai eu un très bel échange. J'avais lu Édouard Louis, et j'étais curieux de le connaître. Et ouais, c'est quelqu'un qui gagne à être connu, clairement. Oui. Même si des fois il crée des polémiques, même là récemment, voilà, il dit il y a une guerre sur les pauvres, etc. Mais c'est quelqu'un vraiment de brillant et Oui, je pense qu'il est brillant. Oui. très intéressant. Ouais. Donc voilà pour les transfuges de classe. Le parcours, c'est ça? Le parcours, oui, le parcours. Le parcours. Le parcours, ça a été Nancy, l'Angleterre et l'Australie. Oui? C'est ça, ouais. Et la raison pour laquelle on a mis ces livres-là, que j'ai écrit d'abord sous la main de plume, et puis après, donc, il y a cet acte fondateur, les attentats de Paris. Et après, j'ai fait mon coming out. Donc, depuis les attentats, donc, il y a eu quelques années un peu compliquées. Et puis, mais pendant lesquelles, je mûrissais des histoires et j'écrivais. Et puis après, ça partit en rafale, puis il y en a plein d'autres qui sont tous passés d'avant. Et la raison pour laquelle je mets cette diapositive-là, c'est que ce parcours, comme tu le dis, Nancy, Londres et Sydney, en filigrane, c'est les mots qui l'ont dicté. C'est les histoires que je me suis racontées qui ont dicté ce parcours. Donc même si c'est un parcours qui paraît un peu radical, donc j'ai vécu mes 20 premières années en France et après, dès que j'ai eu l'opportunité, je suis parti à Londres où j'ai vécu 13 ans et après, je suis venu ici il y a 12 ans en Australie. Et la raison, et là, je dévoile ça ici ce soir, la raison, c'est uniquement une raison quasiment littéraire qui a dicté ses choix ou en fonction des opportunités. C'est-à-dire que moi, j'envisage la vie comme une succession d'histoires qu'on se raconte. Et je pense que tout le monde se raconte des histoires, pour voir Abélian. Alors d'autres, certains sont plus prosaïques et d'autres plus romanesques. Mais l'amour, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est une croyance. D'ailleurs, c'est l'objet de ce livre Aimer encore. Tout est une croyance. Une entreprise, c'est une croyance. C'est une image qu'on crée d'une organisation humaine et qui va produire des choses, qui va faire du revenu, qui va payer des dividendes, etc., etc. Donc tout est histoire. Et moi, je me suis créé ces histoires où j'avais envie d'avoir une vie qui sort de l'ordinaire et surtout me retirer de la France, m'arracher de la France. Et donc, dès que j'ai eu des opportunités, j'étais un peu le yes man. J'étais un peu le yes man et puis aussi, j'ai su voir les signes, les petits signes que je savais relier entre eux pour pouvoir me créer des opportunités qui puissent me faire aller dans ce sens-là. Mais j'ai fait confiance à la vie. C'est-à-dire que j'avais pas une idée très déterminée en disant, tiens, je vais d'abord aller à Londres, faire de la finance, ensuite je vais aller en Australie avec mon épouse australienne. Avant d'aller en Australie, j'avais jamais pensé à l'Australie avant, c'est pas sur la carte. Donc voilà un petit peu, il y a beaucoup de choses, mais on peut creuser si tu veux certains points. On y reviendra. J'ai plein de questions pour toi. Alors, on va reparler des visibilités.
Et là, on arrive au cœur du livre. Il y a une autre visibilité qui est très très forte dans ton livre, c'est la violence dans nos sociétés. La montée des radicalismes, le racisme, et il est bien vu, il est décrit de manière très honnête. Un milieu populaire, un milieu raciste, des réflexions racistes. Quand Antoine arrive à Paris, c'est la première chose que le chauffeur de taxi il remarque. Alors, une fois encore, la visibilité de ces sujets n'est pas souvent traitée en littérature. On en avait parlé. C'est casse-gueule un petit peu. Oui, Il y a des sujets tabous. tout à fait. Le terrorisme en est un. Oui, La pédophilie en est un autre. oui, C'est un peu comme au cinéma. Quand un acteur se voit proposer un rôle de pédophile, ça peut il changer, réfléchit hein. ça 2 fois avant d'y aller. Ouais. C'est un peu casse-gueule. En fait, tous les sujets que j'ai traités, c'est un peu casse-gueule dans ce livre. Mais justement, j'ai voulu m'y atteler pour cette raison, parce que je me considère comme un écrivain engagé, Mhm, et j'écris pas des livres pour briller dans les salons. mhm, J'écris des livres pour servir des causes ou pour développer des idées de façon longue mhm. qui puissent contribuer au débat social et aussi ajouter ma petite contribution, ma petite pierre à des questions sociétales qui me semblent importantes, mais d'un point de vue romanesque, donc avec un traitement artistique qui puisse offrir un autre angle de vue, une nouvelle perspective sur des sujets qui sont rabâchés toujours de la même manière et toujours du même angle de vue. Moi, ce qui m'afflige dans les débats de politique, il y a quelques exceptions, mais dans les débats politiques, c'est-à-dire qu'ils traitent toujours les sujets quasiment par rapport au textbook, par rapport à ce que la littérature, par rapport à ce que les livres théoriques, les théoriciens disent. Il n'y a pas de perspective artistique sur des sujets sérieux. Et moi, je suis un partisan d'avoir des visions artistiques sur les sujets sérieux, cartésiens, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et ça, j'en suis convaincu. Et je l'ai vu, même pour moi qui ai suivi une carrière sérieuse, j'étais chez Macquarie pendant 10 ans, et ça n'a pas toujours été facile de servir cet agenda-là, mais j'ai eu quand même quelques victoires pour amener des visions plus créatives sur des sujets sérieux et avec et les gens me disaient waouh, on savait pas que c'était possible de faire ça ou de penser comme ça. Donc ça, je suis un fan de business et art ensemble. Je pense que on en est à ces balbutiements, mais je crois vraiment dans ça et j'ai vu les résultats. Excuse-moi, Non, non, c'est le bon mariage. Pardon. C'est le bon mariage. c'est un mariage contrarié. Parce qu'il y a les gens des chiffres et la rentabilité et il y a les artistes qui parlent pas le même langage. Donc, quand il y a des gens qui ont à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche développés, qui comprennent les chiffres, mais qui ont aussi une sensibilité artistique, ça se passe bien parce que ils peuvent servir de liant entre ces deux mondes. Mais quand il y a quelqu'un qui est soit que l'un, soit que l'autre, c'est comme les tests psychologiques, là, MBTI, etc. On est une couleur et on met les deux ensemble et ça marche pas. Et il faut plus de gens, qui sont les deux. Alors, la violence, tu l'abordes de manière très directe dans le livre. J'ai pensé au livre de Philippe Lançon, Le Prix Féminin 2018, Le Lambeau, qui a été un des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo. Et je n'ai pas lu le livre, mais il raconte cet attentat. Alors, la violence apparaît de manière très directe dans le livre, par le biais du frère, et c'est un petit peu les questions, c'est un petit peu Alors,
tu voulais parler du Bataclan, tu voulais parler des attentats, tu voulais parler de Charlie Hebdo. Tu viens de dire que c'est l'imagination et l'art dans la littérature. Tu dis que c'est des sujets casse-gueule. Mais pourquoi est-ce que tu veux que cette visibilité des attentats arrive dans la littérature? Et puis, quand les attentats ont eu lieu, comment est-ce que toi tu les as vécus? Où est-ce que tu étais? Et comment ça a affecté? Parce que on parle de littérature. Mhm. Donc, comment ça a affecté toi en tant que personne, mais toi en tant qu'écrivain? Parce que ici, c'est l'écrivain qui parle. Donc, ces attentats qui ont eu lieu à divers moments, qui nous ont affectés de manière très différente, si nous étions ici, si on les a vus avec le décalage, ou si nous étions là-bas, et si on les a vécus en direct. Et cette violence-là dans le livre m'a plu aussi. Alors, est-ce que tu pourrais développer, même si le sujet Pendant les attentats, moi j'étais en Australie. J'étais à Sydney. Donc comme beaucoup ici, on s'est réveillé le samedi 14 au matin. Il faisait beau ce matin-là à Sydney, ceux qui étaient là. Et puis après, les images ont commencé à apparaître sur les écrans, terribles. Donc c'est un moment qui a marqué tout le monde, hein. Et certains plus que d'autres parce qu'il y a certaines personnes qui ont été directement impliquées là-dedans. Le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'était l'incompréhension face à ces événements, bien sûr. Et aussi, j'ai été très choqué par le caractère aléatoire, terrible, le caractère aléatoire de ces attentats. Et un sentiment que malheureusement, j'ai ressenti à nouveau il y a 15 jours, 3 semaines. Avec ce qui s'est passé à Bondi Junction, où en gros, voilà, il y a des gens qui sont là, pas au bon endroit, pas au bon moment, ils font attention. Et ça, je trouve que c'est atroce. Ce côté aléatoire. C'est ça qui est atroce par rapport à une guerre, par exemple, où les gens, ils sont là, ils sont censés être là, ils sont attendus là. Et voilà, et ça arrive, et c'est horrible, mais c'était un des scénarios. Le côté aléatoire de ce qui s'est passé le 13 novembre, où il y a 3 semaines, donc voilà, ça c'était le premier sentiment, et l'autre sentiment c'était le sentiment de culpabilité atroce, culpabilité de pas être là-bas, culpabilité de pas être là pour aider ou de pas vivre ce drame collectif en étant là-bas parmi les miens. Donc un sentiment terrible qui m'a ravagé, quoi. Et t'as mentionné les thèmes qui étaient traités dans ce livre. Et un thème aussi qui est très fort, c'est la culpabilité, la notion de culpabilité. Il est fort pour tous les expatriés. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, les gens qui sont pas là, quoi. Et on a beau appeler, expliquer, etc. Rien n'y fait. Et ça vient aussi avec l'éducation, hein, l'éducation judéo-chrétienne. Voilà, on va pas se pardonner ça. Donc voilà un peu les sentiments, beaucoup de sentiments mêlés. Et puis ça c'était que le début, ça c'était le jour même, mais après le lendemain, et ça c'est moi l'écrivain qui renaît le lendemain. Voilà, le lendemain j'entends cette phrase de Manuel Valls qui vouloir expliquer, c'est déjà un peu pardonner. voilà, qui prononce cette phrase terrible. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as entendu ça? C'est pas la honte, honnêtement. Je pense que tu l'as écrit à cause de lui. Ouais. Ah ouais, non, mais tout est parti de cette phrase-là. Parce que je crois que le moment où on essaie d'expliquer les actes humains, quels qu'ils soient,
d'essayer de les comprendre, mais c'est fini, quoi. L'humanité est finie. C'est-à-dire que c'est des robots. C'est-à-dire que on prend les actions que pour ce dont elles ont l'air, ce qui est jamais vrai. Si la vie était comme ça, que ce qu'on voyait en surface était la vérité, et que toute la vérité, rien que la vérité, ben, ça serait plus simple, la vie, non? Mais malheureusement, c'est beaucoup Malheureusement, plus compliqué. C'est des chemins, il y a c'est des des... écrivains pour nous faire comprendre que c'est beaucoup Bah plus voilà. compliqué. Donc là, c'est pour ça que je dis, j'ai ressorti ma casquette d'écrivain. Quand cette phrase a été prononcée, je me suis dit, waouh, non, bah, il faut un traitement artistique d'une histoire, bah, pas exactement ça, mais qui puisse explorer ces mécanismes de radicalisation, Oui. ces mécanismes d'asservissement, et puis aussi ces mécanismes voilà, de parcours singuliers, individuels, qui peuvent mener à des choses, que ce soit des actes horribles comme ça, mais aussi autres. C'est-à-dire que, et ça m'intéresse. Moi, je suis passionné par le cerveau humain. Je crois que c'est ça qui m'intéresse, et c'est les gens qui arrivent à se rendre fous tout seuls, alors que ce soit avec les réseaux sociaux, donc les affres du cerveau humain, c'est ce qui me passionne, et je crois que c'est une des raisons pour laquelle j'écris. C'est pour essayer voilà, de faire sens de tout ça à travers des histoires. On va parler de ta méthode, à toi. Zola avait une méthode Ah, on avance. très particulière. Bon, Oui. il faisait des petites fiches, il se rendait sur place. Et alors, le livre brasse énormément de sujets. J'avoue que là, je suis vraiment époustouflée par le nombre de sujets que tu as abordés, qui a dû demander beaucoup de recherche. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a les prisons, il y a la prison, il y a la vie en prison, il y a le djihad, il y a l'enrôlement dans le djihad, comment ça se fait. Il y a la vie des banlieues aussi, qui est très bien décrite. La banlieue de Villepinte, qui est très bien décrite. Alors, il y a la banlieue, il y a le djihad, il y a la prison, il y a l'asile psychiatrique. Tu nous en parleras peut-être. Donc, le livre a un éventail de thèmes et de lieux, une sorte de vaste géographie du livre qui couvre énormément de lieux d'enfermement. On passe de la prison, l'asile psychiatrique, des lieux d'enfermement, des lieux d'exil, d'enfermement et d'exil. Alors, comment est-ce que tu parviens à obtenir ces informations tout à fait intéressantes et directes et très précises? Par exemple, sur l'enrôlement dans le djihad ou l'enrôlement dans les frères. La famille des frères, moi, je me suis dit, bon, c'est une histoire de famille. J'ai pas pensé aux autres frères. C'est bien. Alors, comment ta méthode de travail, ta méthode analytique, tu fais des petites fiches, tu fais comme... Bah, je me demande si c'est pas le bon moment pour lire un extrait d'abord. Oui. Juste sur un des thèmes que tu as touché. Merci. Donc, vous avez tous une petite feuille qu'on a imprimée au cas où vous voulez suivre ce mot. Tu veux le lire ou je vais le prendre avec Tu passes ici. Donc, le premier extrait, et après, je répondrai à ta question sur ma méthode. Donc, c'est un extrait, voilà, donc, le couloir est long, exceptionnellement long, sans aucune décoration, sans aucun éclairage, un tunnel. Seul un couloir bordé de portes mais sans véritable ouverture vers l'extérieur peut créer cette perspective. Rien ne donne envie de s'y attarder, mais soyons honnêtes, décorer un couloir est rarement une priorité. Au bout, il y a une petite salle à manger, éclairée par 2 grandes baies vitrées qui vont du plancher jusqu'au plafond. En fin de journée, des bêtes informes viennent s'y jeter. Elles n'ont plus l'instinct de celles qui fréquentaient ces lieux autrefois sauvages. Le bruit est sourd. Quelque chose de mou s'étale, qui rappelle les ventouses qu'on applique et qu'on décolle.
des tas de plumes et de boyaux restent englués, au point de bloquer la vue. C'est sans doute ces événements répétés qui inspirent aux résidents, dans un moment hors du temps dont ils perdent le contrôle, une course folle qui part du bout le plus sombre du corridor pour se terminer contre les vitres. Une course de cris et de battements de bras qui n'a d'égal que les yeux vides, tristes, hantés, de ces hommes et de ces femmes. Rien n'explique un tel désir de se fracasser contre le paysage vitré, si ce n'est une peur, la peur profonde, sous-jacente, qui hante chacun de nous, grossit dans l'ombre et finit par percer. S'ils en avaient la force, si la plupart d'entre eux n'étaient pas amortis par les médicaments, les vitres éclateraient et cette course vers la mort se terminerait de la manière prévue. Antoine n'a pas la moindre idée de comment il a atterri ici, pas le moindre souvenir d'y être arrivé. Il s'est réveillé dans une chambre qui n'était pas la sienne, dans un pyjama qu'il ne se rappelait pas avoir revêtu. La seule chose qu'il sait, c'est qu'après son réveil, on l'a mis dans une salle d'isolement. Il a dû troquer ses vêtements pour une tenue bleue, avec des boutons dans le dos. Pendant 2 heures, il a attendu que quelqu'un daigne venir le voir et comprenne qu'il n'avait rien à faire ici. Finalement, le psychiatre de garde est entré dans la pièce. Vous avez besoin de dormir. Puis, voyant qu'Antoine ne répondait pas, Dr Woods lui demanda « Je prendrais bien un médicament, pas vous ?» Cet extrait, c'est un exemple de mon process artistique, de la façon dont je peux écrire, où j'utilise pas du tout une méthode analytique. Je suis un partisan d'une méthode d'écriture, comment dire, quasiment en état de transe. Donc, la façon dont j'écris, moi, c'est d'abord la nuit. Et je cherche à trouver des sensations qui puissent m'aider à produire des sensations et des textes tels que ceux-là et qui mettent en lumière des recherches par ailleurs très analytiques, très documentées, comme un Zola pourrait le faire. Donc les deux vont ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la méthode, comment on appelle ça, la acting method ou la studio method, méthode acting. Donc c'est les acteurs qui arrivent à se mettre dans la peau du personnage. Moi, je fais un peu ça, mais au niveau de l'écriture. Donc souvent, je vais écrire au milieu de la nuit, en ayant faim, en ayant soif, en étant crevé. Et j'en reviens au bon auteur qui est un auteur pauvre. Pour moi, en tout cas, c'est personnellement, c'est un ressenti personnel, mais c'est dans ces moments-là que j'arrive à faire ressortir des choses qui sont de l'ordre du sensoriel et qui puissent créer des émotions chez mes lecteurs. Mais en ayant fait tout le travail de recherche avant, bien sûr. Donc ta question, elle était plutôt sur la première partie, qui est la Oui, sur la recherche. première partie. Oui, sur la recherche. Comment tu arrives à avoir des détails précis sur les prisons, par exemple, ou la manière dont les gens en prison sont recrutés pour la lutte islamique? Comment tu arrives à avoir des détails sur ce qui se passe en prison et quel est l'état d'esprit d'un prisonnier, d'un homme qui est enfermé dans une prison? Je suis une éponge, alors je lis tout, je regarde tout, je lis beaucoup d'articles, je regarde des vidéos, je parle à des gens, je fais des interviews, je contacte des gens et je leur parle. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai accès à des personnes avec qui j'ai des contacts et je m'inspire de ces, à la fois de ces lectures, de ces visionnages, mais aussi des discussions que je peux avoir par ailleurs et qui m'offrent des éclairages sur ces domaines-là qui sont pas forcément, je suis jamais allé en prison, donc mais c'est mon traitement artistique de choses théoriques que j'acquiers à travers une méthode documentaire. Je réponds à ta question? Oui, Oui. oui, oui. Et l'asile psychiatrique, comment tu as aussi eu des contacts avec des gens qui... Oui. Oui. Ouais. Non, mais
Euh, ouais. Non, j'ai quelques personnes à qui quelque chose de cet ordre-là est arrivé et avec qui j'ai pas mal discuté, avec qui je suis en contact en dehors de ce roman-là, mais c'est aussi un univers qui m'intéresse parce que c'est l'univers de l'enfermement. Quand tu disais l'exil et l'asile, c'est un peu la même chose, hein. Quand quelqu'un arrive dans un hôpital psychiatrique, c'est un exil à soi-même et un exil géographique, c'est aussi se mettre hors de soi, sortir. Et donc dans ce cas-là, Antoine, à qui ça arrive, c'est un double. Quelque part, c'est un double. Il devient deux fois étranger à lui-même. Parce qu'une fois, non seulement il est à l'étranger, mais en plus il va dans un hôpital psychiatrique à l'étranger. Donc c'est assez fort en teneur. Mm. Oui, et puis devoir s'expliquer à un psychiatre en langue étrangère, ça n'est pas facile non plus. Ouais. Et aussi, ce que j'ai voulu, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la folie, elle est à la portée de tout le monde, quoi. Euh, Puis toi, quand on discutait au téléphone, tu disais il faut faire taire le salopard qui est en nous, le petit salopard qui est devant nous. Mais je pense que tous, aussi bons qu'on soit, aussi solides qu'on soit, mis dans les bonnes conditions, avec les bons stimuli, on peut tous briller à un moment ou à un autre. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bah, c'est les techniques de torture, c'est les techniques, enfin tout. Je pense que c'est profondément humain de pouvoir sombrer dans la folie si jamais on est soumis aux bons stimuli. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut faire l'expérience. Ah, merde. Ne le faisons pas, je le sens. Il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, mais cela dit, quand même, de temps en temps, ça fait pas de mal. Je m'explique. On est tout le temps en contrôle de soi. Ce monde, et là, c'est un peu une banalité que je dis, j'ai l'impression que tout le monde est un peu en contrôle. Il faut contrôler ses émotions, il faut faire ce qu'il faut faire, il faut continuer à faire ce que les gens attendent qu'on fasse, etc. On est beaucoup en contrôle, hein. Contrôle de ce que les gens pensent de nous, de notre image sur les réseaux sociaux, etc. Tout le temps en contrôle. Et, euh, et je pense que le chaos a sa place quand même dans le monde, hein. Et d'ailleurs, le regretté Heath Ledger, vous connaissez Heath Ledger, Oui, Batman? oui. Il disait Ouais. ça, il disait Ouais. Let's bring chaos into our life. Parce que quand on amène le chaos un petit peu, ou un degré de chaos dans nos vies, c'est là où certaines vérités peuvent ressortir. Euh, des vérités enfuies qui ne sortiraient pas que sous des conditions extrêmes de chaos. Donc moi, je suis un peu un écrivain du chaos, mais tout seul. Je me crée le chaos, je me crée le chaos intérieur tout seul chez moi, avec la musique là. Euh, et il y a voilà, des fulgurances ou des moments moment of clarity, euh, qui sortent et qui me permettent d'écrire des livres, en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas forcément en utilisant mon cerveau, ma formation, que j'écris des livres. Donc ça, j'espère que c'est quelque chose que vous découvrirez dans le livre. Il y a quelque chose de sensoriel, quelque chose de cinématographique aussi, c'est très visuel. Euh, donc voilà, donc le chaos, ça a du bon aussi pour faire ressortir des vérités ou des choses qui pourraient en tenir lieu, en tout cas. Mm. Parce que les vérités, c'est subjectif. En tout cas, des vérités, c'est vérité. Alors, une autre question qui nous parle à tous. On va parler du traître. On a tous ce sentiment quand on est français et qu'on vit en Australie. Ça, on n'a pas parlé. Tu devrais nous parler de lui. C'est ton idole, hein? Vous connaissez? Hunter Thompson. Donc, c'est lui qui a inventé le journalisme Gonzo.
Il y a un film qui est sorti, qui est connu avec Johnny Depp, Fear and Loathing in Las Vegas. Donc, le journaliste Gonzo, en gros, c'est vivre des expériences pour pouvoir les écrire. Donc, dans ce cas-là, Albert Thompson, c'était prendre des drogues, et voilà, tout tester, quoi, avec une technique jusqu'en boutiste, que, encore une fois, je ne recommande pas non plus. Effectivement, il m'a beaucoup inspiré dans le sens où pouvoir ressentir des choses, après, ça permet de mieux les écrire. Et ça, là-dessus, je crois qu'on s'y retrouve. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les choses intimes, vécues, il y a toujours une part de vécu, moi, dans mes livres, c'est quand même des choses qu'on arrive à retransmettre de façon potentiellement plus forte et plus émotionnelle pour les gens qui nous lisent. Donc voilà, ça c'était un hommage qu'il faisait. Il tapait aussi sur une machine mécanique, une machine que j'ai toujours et sur laquelle j'écris toujours. Quelques lettres très importantes. J'écris aussi, quand j'écris un livre, ma page de garde pour essayer des titres. Donc voilà, je tape des titres, je vois, tiens, je regarde à quoi ça a l'air, quoi, si ça sonne bien ou si. J'écris aussi souvent les exergues, donc les petites phrases qu'on met au début des livres, épilogues et prologues souvent, voilà. Mais le reste, c'est à l'ordinateur. Mais voilà pour la petite histoire. Donc j'y tiens. Je l'ai lu à 7 ans. C'est Papa Noël qui me l'a offert. Bon. Mais le traître, voilà. Alors, le traître, d'où le voilà. Alors, nous sommes tous des traîtres, bien évidemment. Toi aussi. Oui, ça, oui, voilà. Et le monsieur, là, c'est Jean Genet. Je sais pas si vous connaissez. Donc, lui, c'était l'exil en prison. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Et quand il n'y était pas, il faisait tout pour y retourner parce qu'en fait, ce qu'il écrivait en dehors de la prison, c'était pas bon. Et donc, à chaque fois, il cherchait pour y retourner au mitard pour pouvoir écrire un bon bouquin. Donc, compliqué comme dit. Mais, ouais, l'exil. Donc. Alors, bon, s'exiler, c'est être vu comme un déserteur de la part de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail. Alors, j'ai vu, il y a un chapitre qui s'appelle L'exil coupable. La sœur Louise dit à Antoine, tu nous as abandonnés. Et bien sûr, la culpabilité. On revient à ce que tu disais au tout début. Donc, l'exilé, c'est quelqu'un qui, même s'il ne vit pas entre deux pays, c'est quand même quelqu'un qui, fondamentalement, sait qu'il a déserté. Il a déserté le camp, il a déserté la guerre, il n'était pas là, toi tu n'étais pas là, de toute façon. Donc il y a tu en as parlé, cette image au tout début des transfuges. D'où est-ce qu'on voit le transfuge? Est-ce qu'on le voit de l'intérieur ou de l'extérieur? On le voit d'un regard extérieur. On a tous en tête les images clichés de l'Australie quand on est en France, et on a tous en tête les images clichés de la France quand on est en Australie. On voudrait pouvoir dire non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas exactement comme ça. Et quand on est en France, on est coincé dans des clichés. On nous met dans des cases, on voit l'Australie de manière cliché. Et ça se produit d'ailleurs avec toutes les communautés. Je sais que je suis souvent avec la communauté indienne et je passe tout mon temps avec eux. Et les mêmes clichés, ils ont droit, quand ils rentrent en Inde, aux mêmes clichés que on a droit quand on rentre en Europe. Exactement les mêmes. La plage, le surf, le soleil, la belle vie, l'argent, la vie facile, la jeunesse, la beauté, voilà, la longue liste. Ils ont droit, c'est assez drôle, parce que j'imagine la différence entre l'Inde et la France. Ils ont droit aux mêmes clichés.
Et ils ont droit aussi, de la part de la famille, du même éloignement. C'est-à-dire qu'ils sont pareils mais différents. Ils sont d'ici, mais ils sont de là-bas. Ils sont comme nous, mais ils sont pas exactement comme nous. Alors, ça, c'est bien vu, parce que le roman balance très, très bien le chapitre entre la France, l'Australie, les événements. Ça c'est très, très bien vu. Est-ce que tu peux nous parler de l'exil, de cette traîtrise et de ce sentiment de culpabilité? C'est un grand sujet. Ah oui, Vaste question, là. ah, Je pense qu'il y a pas mal d'exilés dans pas mal. Levez la main les Français. Les Français qui habitaient en France avant. Ah non, quand même. Donc, il y a plus des francophiles, alors. Euh, euh, L'exil, moi, déjà, il m'a permis beaucoup de choses. Il m'a permis de faire beaucoup de choses que j'aurais pas fait si je m'étais pas exilé. Après, j'ai perdu des choses aussi. Ouais. Effectivement. Mm. J'ai perdu des choses, j'ai perdu quelque chose avec ma famille qui est de l'ordre, effectivement, de la désertion et il est parti. Tu n'es plus mon fils comme avant, tu n'es plus mon frère comme avant. Maintenant, tu es parti. Euh, mais d'un point de vue positif, l'exil, je pense il permet justement de se retirer de sa condition, de la condition que les autres nous donnent, que son passé nous donne, et donc ça permet de s'arracher à sa condition. Et je pense que c'est difficile de s'arracher de sa condition si on ne le fait pas géographiquement. Donc si j'étais resté à Nancy et que j'avais essayé de devenir ce que les autres pourraient voir comme être un transfuge de classe à Nancy, je pense que ça aurait été compliqué de le faire dans cet écosystème-là, sans cet éloignement géographique et un autre environnement qui permette d'expérimenter d'autres choses, de faire de nouvelles connaissances. Donc je pense que l'arrachement à sa terre natale, dans ce cas-là, est utile. Et aussi, ce que ça permet, en tout cas dans mon cas, c'est la compréhension de l'autre. Donc, je pense que l'exil permet quelque part de devenir étranger à soi-même. En tout cas, étranger à celui qu'on était. Et ce décalage permet, selon moi, d'avoir plus d'empathie pour les autres et de mieux comprendre l'autre en général, quel qu'il soit. Après, voilà, c'est une perception, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Et la raison pour laquelle je fais ces philo-bistros tous les mois, c'est aussi pour ça, c'est par intérêt pour l'autre, pour les gens que j'interviewe, mais aussi les gens qui viennent, vous, le public, que je découvre à travers vos questions, avec qui, voilà, je crée un lien et je suis intéressé par chacune de vos histoires, sincèrement. Et avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, voilà, donc l'exil, moi, m'a permis de faire taire ce petit salopard en moi. Pas ce petit salopard, mais ce petit, je sais pas, ce petit être mesquin, pas très intéressé par l'autre, omnibulé par l'argent. J'étais quelqu'un d'autre avant, vraiment. En tout cas, avant de venir en Australie, j'étais quelqu'un d'autre quand j'étais à Londres. Bon, je devais être assez sympa quand même pour que, voilà, ma femme, m'épouse, dise oui à ma demande. Mais elle m'a rencontré aussi quand j'étais en transformation, donc je me suis montré sur mon meilleur jour, voilà. Donc j'ai eu de la chance. Mais l'Australie, moi, m'a fait le plus grand bien de ce point de vue-là. Et la distance aussi permet de... Mais je sais pas, toi, comment tu as vécu cet exil australien? Je pourrais reprendre les mêmes mots. Les mêmes mots. On se déconditionne des conditionnements, particulièrement les femmes,
il y avait quand même un poids qui pesait énormément sur les femmes écrivains. Tu vois, il y a des cases, il y a des stéréotypes. Ça permet de s'arracher aux stéréotypes, ça permet de s'arracher à tous les conditionnements sociaux, ça permet, on peut reprendre les travaux de Bourdieu, c'est tous les conditionnements auxquels on ne croit pas être soumis et auxquels on est soumis malgré soi. C'est-à-dire qu'on les internalise tellement, ces conditionnements, qu'on finit par croire qu'on est libre, qu'on domine sa vie, alors qu'on est complètement conditionné par son milieu, son éducation, la fortune des parents, la non-fortune des parents, les écoles qu'on a fréquentées, l'université qu'on a fréquentée. Tu vois, je te donne un exemple, ça, c'est dans un de mes prochains livres. Hein. Quand j'étais à l'université, il y avait des gens qui voulaient devenir écrivains. Donc, je me suis rapprochée d'un groupe de gens qui sont devenus artistes, qui sont devenus des artistes très connus. Mais c'est bien des années plus tard que j'ai pris conscience, parce que tu te rends pas compte. Tous les gens qui voulaient devenir des écrivains, c'était des hommes. Des garçons. Bon, on avait 20, 25 ans. Ouais. C'était des garçons. Mais je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Je me suis dit, tiens, je suis la seule fille, finalement, dans le groupe. Bon, ben, pourquoi pas? C'est comme ça. C'est bien des années plus tard que je me suis dit, en regardant, tu vois, le flashback, tu regardes un peu ta vie, tu te dis, tiens, c'est curieux. J'étais la seule fille dans le groupe. Ouais. Bon, ça, c'était pour les écrivains. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui étaient plasticiens, qui sont devenus des grands plasticiens, des gens très connus. Eh bien, curieusement, toutes les nanas, toutes les filles, elles ont disparu. Ouais. Et les grands noms, c'est des hommes. Oui. Tous les gens avec lesquels j'étais à l'université, c'est des hommes. Bon, et puis il y avait les éditeurs. Parce que tous mes potes aussi voulaient devenir éditeurs. Principalement des hommes. Hein, Eh ben oui. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est après, tu regardes et tu te dis, oh, tiens, c'est curieux, c'est que des hommes. Et ça, c'est des conditionnements qui sont tellement inconscients que c'est vraiment des années plus tard. Tu regardes en arrière et tu te dis, ah, mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, un tel? Elle voulait écrire. Ben, elle n'a jamais écrit. Elle est devenue, voilà, elle a fait un métier et puis elle a fait autre chose. Et puis les plasticiennes aussi que je connaissais, elles ont disparu. Tu vois, c'est facile maintenant avec l'Internet, on peut jouer au petit flic et on peut savoir ce que les gens deviennent. On peut traquer les gens 20, 30 ou 40 ans plus tard. Donc voilà, les conditionnements, c'est des choses qui sont tellement en nous qu'on n'en a même pas conscience. Et on continue de vivre en se disant, ah, mais c'est vachement bien, je suis libre de ma vie. Ce qui est absolument. Ouais. Donc, pour revenir au sujet, c'est vrai que l'exil, c'est l'arrachement à tout ça. C'est-à-dire que tu casses la bête et tu la laisses libre d'agir. Voilà. La bête est libre. La bête est libre. Ça, c'est... Ouais. Non, j'aime bien ça. La bête est libre. Et puis aussi, à distance, elle te permet d'avoir un recul sur le sujet sur lequel on va écrire. Moi, je sais que quand je suis à Paris, j'écris pas bien sur Paris. Quand on est au centre du sujet, on est là, en fait, on est confronté simplement à la réalité du moment, donc qui est très, comment dire, j'allais dire anecdotal. C'est de l'ordre de l'anecdote, en fait, ce qu'on voit au jour le jour. C'est pas du roman, c'est pas de la littérature. Donc, je sais que quand je veux écrire sur un sujet, moi, je dois être en dehors, en tout cas, de la ville. Pour la recherche, je vais là-bas. Je fais la recherche analytique sur place. Bien sûr, il faut être là. Mais par contre, l'écriture, le traitement artistique, je trouve que quand on est en dehors de l'univers sur lequel on écrit, ça se passe quand même beaucoup mieux. Ça laisse plus de liberté. Oui, d'ailleurs, voilà. Tu sais ce que Houellebecq dit, rien, il n'y a pas de métier plus solitaire que celui d'un écrivain. C'est-à-dire que c'est jamais à l'intérieur des choses que tu fais les choses.
C'est-à-dire que Mm. tu te retires dans une forme de solitude. Mm. Alors, l'écriture, c'est par définition la solitude. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Et puis voilà, bon, tu en as parlé un peu. Moi, j'étais intéressée par ta méthode de travail. Ça, c'est la curieuse. Ah, d'autres choses, parce que je sais qu'il y a quelques écrivains dans l'audience. Un truc que j'ai pas mentionné, moi je crois beaucoup au premier jet d'un texte quand on écrit. Donc l'élan vital d'un premier jet, je crois beaucoup à la force de ça. Donc la façon dont j'écris, c'est quelque chose de très rapidement arriver au bout d'un premier jet. Et après, il est toujours temps d'enlever quelques virgules, d'améliorer. Mais en tout cas, il y a ce premier, L'énergie. Ouais. cette première énergie vitale Mm. où je trouve qu'on trouve les choses intéressantes et de l'ordre du sensoriel, des choses qui peuvent me toucher. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'écrivais en état de transe. Quand j'écris un livre, j'écris beaucoup tous les soirs, des heures, et j'écris un livre assez rapidement, quitte après à le reprendre et à l'améliorer, mais ouais. Donc, tu travailles le soir après ta journée de travail? Oui, ou la nuit, parce que j'ai 2 petites filles quand même, et je peux pas leur voler du temps. Alors, j'attends que tout le monde soit couché avant de m'y mettre. Ouais. Bon. Encore une fois, je ne recommande pas forcément. Hein, Ah, je mets tous les disclaimers. ah, C'est pas forcément la bonne chose à faire, mais moi, ça me convient et j'ai toujours fait comme ça. Euh, ouais, je trouve le silence est porteur. Moi, j'arrive pas à écrire dans un café comme certains font. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette vision romantique d'écrire dans un café, bruyant, etc. Non, non, moi, il me faut le silence ou de la musique. De la musique. Et Eric Satie, voilà. Donc, j'écris en musique aussi et je choisis la musique en fonction Qu'est-ce que tu écris? de, Qu'est-ce que tu veux de la vibe que j'essaie de faire ressortir. Donc, celui-là, je l'ai beaucoup écrit avec Eric Satie, des gymnopédies. Ouais. Voilà. Mais encore, c'était un autre. Alors, chaque fois, mais j'en suis pas quand même à mettre la bande originale. Il y a des auteurs maintenant qui mettent les chansons, une bande originale du livre avec laquelle ils ont écrit. Enfin, j'en suis pas là, mais Bon, ben écoute, ça viendra. Bon, ben écoute, d'autres questions? merci. Merci. Ouais. Il y a beaucoup de choses que tu dis que je pourrais dire parce que, voilà, c'est ça la vie d'un écrivain. La solitude et le travail La communauté d'esprit. et la communauté d'esprit. Oh, très bonne question. En plus, elle travaille dans la pub. Et maintenant, je travaille dans la pub. Attention. Euh, Écoute, Louise, elle est compliquée. Hein. Louise, c'est un peu une victime collatérale de la famille. Euh, D'abord, c'est une victime collatérale sans qu'elle en meure, mais quelque part, elle a déjà vécu une petite mort avant sa grande mort. Et, et la mettre au centre des attentats, j'en revenais à ce côté inacceptable qui est le côté aléatoire. C'est-à-dire que le côté aléatoire, voilà, que ça peut arriver à ses proches, qui vont dans un centre commercial au mauvais moment, qui vont à une salle de concert à un mauvais moment. Donc c'était un parti délibéré aussi de faire ça. Effectivement, c'est injuste, mais c'est intéressant que tu me le fasses remarquer, mais c'est parce que effectivement, elle aurait mérité de vivre et d'avoir cette chance de continuer à vivre malgré tous ses traumas. Malheureusement, le côté aléatoire des événements, des attentats, on a décidé autrement. Donc c'est un traitement ouais. Encore une fois, c'est engagé, ouais. Mais mais très bonne question, Lynn. Merci. Les dommages collatéraux que les attentats ont eu,
sur les familles, je pense il est pas à négliger. Euh, moi, j'ai eu quelqu'un qui était au Bataclan et je me suis entretenu avec son père de façon épistolaire. Donc, j'ai une longue relation épistolaire avec le père d'une des victimes qui a fait mon école de commerce et où on a eu voilà des échanges, des débats sur tout ça qui était assez difficile, surtout au début. Euh, mais c'est aussi ça que j'ai voulu transmettre, c'est-à-dire les dommages collatéraux et puis aussi aller à contre-pied de effectivement ce qui pouvait être attendu. Ce qui est, je pense, mon rôle d'écrivain. Et merci de le faire remarquer aussi. Donc, Lynn Joel, vous avez bien lu. C'est bon. Le livre, il a été écrit à chaud. Ah, il a été écrit à chaud. Il a été écrit en 2016. Donc début 2016, la version 1, elle a été écrite en 4-5 mois. Je crois, juin 2016, il était écrit. Euh, et puis après, j'avais fait un concours en fait littéraire où le texte avait été finaliste. Euh, j'ai dit youpi. Mais en fait, il se faisait comment dire rebooter pour un certain nombre de raisons par les éditeurs. Donc j'ai retravaillé. J'ai fait une version 2. Euh, et puis je l'ai laissé décanter un petit peu. Euh, puis après je l'ai oublié. Puis après j'ai fait d'autres projets. Donc je me suis dit bon, je le laisse. Et puis après il y a 2-3 ans je l'ai ressorti et je l'ai retravaillé. Donc j'ai créé une version 3 qui est la version actuelle que j'ai présentée à mon éditeur maintenant qui me suit depuis 2 ans et demi et qui a accepté où il y a eu que des corrections mais minimes. Donc il n'y a pas eu de correction majeure. Donc je leur en remercie parce que j'aurais du mal à m'y replonger. Voilà. Mais c'est effectivement, donc ça a pris du temps pour que ce texte sorte. Et en même temps, je suis assez content parce qu'il serait sorti en 2016 à chaud, en même temps que le Lambeau ou des choses comme ça. Peut-être que j'aurais pas eu, comment dire, les épaules à ce moment-là pour soutenir le texte et pour voilà faire des événements comme ça. Et vous voyez, j'étais assez sensible au début de la soirée. À l'époque, j'étais encore plus sensible. Ouais, la fuite. Moi, c'était la fuite. La fuite, la fuite de la violence, la fuite de la pauvreté, euh, le- la fuite aussi de qui j'étais, d'une partie de moi que je voulais laisser. Clairement, oui, c'est le thème de la fuite, moi qui était le moteur. Euh, moi, j'ai grandi dans un environnement assez violent. Euh, et que ce soit à l'intérieur du cocon ou à l'extérieur. Donc, moi, j'ai grandi dans une zone d'éducation prioritaire, hein, je crois au 17 ou ZUP. ZEP, voilà. Moi, j'ai fait le collège dans une ZEP où j'étais, je pense, un des deux seuls caucasiens dans la classe. Et donc, tous mes copains, les super copains, hein, mais étaient turcs ou algériens, tunisiens ou les boat people, donc cambodgiens, laotiens. Et c'était super, hein, c'était vivant. Hein. C'était vivant, ouais. Mais moi, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir à un trop jeune âge et qui m'ont marqué à jamais. Et j'ai toujours des images qui me reviennent de ces années-là, des flashs, et je le recommande à personne. Donc voilà. Euh, le problème, c'est que quand on est dans un environnement comme ça, c'est assez contagieux. Non. Et la violence implique la violence. Et la violence a 1000 visages. Mais j'en reviens à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de notre paysage. Donc effectivement, les enfants qui naissent dans des
dans des environnements pas très bienveillants où il y a de la violence, il y a des exceptions, mais ça peut être compliqué par la suite parce qu'il y a un phénomène de reproduction, on reproduit. Hein. L'exil, c'est aussi ça, c'est essayer de pas reproduire ce que nos parents ont fait, essayer d'aller plus loin de ce que nos ancêtres ont fait, essayer de casser ces barrières. Donc c'était ça, c'était m'extraire de cette violence-là et réécrire le passé et avoir le privilège du bonheur. Clairement, l'Australie, c'était ça, c'était avoir le privilège du bonheur. Et ça marche jusqu'à un certain moment, jusqu'à un moment où justement on est dans un laboratoire, il y a des conditions qu'on met, on appuie sur des boutons, et ça c'était le 13 novembre. Et là, le passé revient, le passé ressurgit. Et comment on réagit face à ça? Ça, c'est compliqué. Et parce qu'il y a tout un pan du passé qui peut revenir dans sa vie, mais de façon étrangère, complètement étrangère. On ne peut pas se l'expliquer. Mais c'est à soi. Ça peut l'être, en tout cas. Et c'est pour ça que je dis le transfuge de classe, non, j'y crois pas, c'est pour ça que je pense qu'on ne change pas. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai vécu à Boston pendant mes études et il y avait un quartier russe où les gens parlaient russe et c'était ils parlaient même pas l'anglais. Et sans doute, il y a des exemples aussi, je sais pas, en Australie. Oui, moi j'ai lu Mais- de la communauté indienne. Ouais. Non, effectivement, parce que dans ce cas-là, ouais, ça a moins d'intérêt. Effectivement. C'est intéressant que tu dis ça parce que Ribon, c'est un des mentors de Édouard Louis. Ah, d'accord. Donc, et c'est très bons amis. Donc, et Didier conseille beaucoup Édouard. Et aussi, ce dont Édouard Louis m'avait parlé, c'était il y a des micro-traîtrises pour pouvoir s'arracher de son environnement initial. Et effectivement, on est un peu traître vis-à-vis de ses amis avec lesquels on passe toute une enfance, toute une adolescence, des moments très importants. C'est ses meilleurs amis. Et puis d'un coup, on part. Et d'ailleurs, moi, pour revenir à ce concept de culpabilité, j'ai senti cette traîtrise très forte, à un tel point que quand j'ai décidé de partir en Australie, j'ai écrit une lettre que j'ai écrite manuellement pour après 25 ou 30 personnes dans ma famille, mes amis, pour leur expliquer. Et peut-être que je vais vous en lire un extrait, juste pour terminer, parce que ça, c'est... elle est pas dans le papier que je vous ai imprimé, mais voilà, c'était comme ça. Chère famille, chers amis, j'ai longtemps hésité, et puis je me suis dit qu'expliquer par le biais d'une lettre serait plus facile dans un premier temps. Tu veux que je la lise? Ah oui. Ah, ça ferait très plaisir. Merci, Catherine. Chère famille, chers amis, j'ai longtemps hésité et puis je me suis dit qu'expliquer par le biais d'une lettre serait plus facile, dans un premier temps. Dans longtemps, quand je serai vieux, si l'on vient à me demander de résumer ma vie par un mot, je voudrais que ce soit le mot liberté. Liberté de penser, d'agir, de voyager, liberté d'aventure. Peut-être que certains d'entre vous me reprocheront alors de n'avoir pas été assez là, présent auprès de vous. Mais j'espère que vous aurez néanmoins compris ma démarche. Et puis cela ne gâche rien. Je vous aurai au final peut-être emmerdé un peu moins que je ne l'aurais fait sinon. Vous vous demandez de quoi je parle, c'est normal. Alors je ne tarde plus. Maria et moi allons partir vivre en Australie, à Sydney, à partir de juillet de cette année. Notre départ est prévu pour le mercredi 18 juillet. Ce n'est que moi qui vous écris cette lettre, alors je vais vous expliquer ma démarche mentale, personnelle, qui m'a poussé à vouloir partir et quitter Londres pour aller vivre à Sydney avec Maria. J'ai toujours été surpris de voir combien les gens vivent peu,
Pas vous, pas moi, juste les gens en général. En France, on fait un beau concours et l'on continue parfois d'en parler à l'âge de 70 ans. Cela n'existe qu'en France. On peut être polytechnicien à 20 ans, mais cela ne veut dire quelque chose qu'à ce moment-là, car la route de la vie est longue. C'est vrai qu'après tout, on peut être intelligent à 20 ans et réussir un beau concours, mais être un con fini à 30, être mort, complètement mort. Je n'ai pas fait Polytechnique. C'est juste un exemple pour décrire les acquis que l'on a engrangés depuis nos 20 ans. Ceux-ci, ainsi que les bénéfices qui en découlent, ne durent qu'un temps. Il faut se remettre au travail assez vite pour continuer de progresser au-delà de soi et de sa condition propre. Car c'est vrai, au final, beaucoup de gens ne sont que les héritiers d'eux-mêmes, de leurs parents et grands-parents. À peine prennent-ils une petite position en dehors d'eux-mêmes qu'ils prennent peur, se sentent péniblement en danger, en zone inconnue, hors d'eux-mêmes. Disons que pour ma part, j'ai toujours voulu être plus que l'héritier de moi-même. C'est sans doute pour cela que je suis partie de France, il y a bien longtemps, en 99. D'abord pour aller faire un échange universitaire aux États-Unis, à Boston, puis pour m'installer à Londres, par un choix conscient, et aussi sans doute la raison pour laquelle j'ai demandé et obtenu le passeport anglais l'année passée. Plus encore, c'est sans doute pour cela que je me suis mariée avec la personne la plus multiculturelle que j'ai connue, Maria, qui est plus au Maroc, le pays de son enfance. Ce parcours, je l'ai mené de façon consciente, afin d'être ou de devenir plus que moi-même et pouvoir sortir de ma simple condition. C'est pour cela que partir en Australie maintenant, à l'âge de 35 ans, me motive autant, dans la même veine que ce qui m'a amené à quitter la France à l'aube du XXIe siècle. Le fait que Maria soit australienne et veuille aller vivre plus près de ses parents pendant un an me ravit, car nous allons pouvoir vivre ensemble, en couple, une aventure incroyable. Car j'aime l'Australie et la région Asie-Pacifique en général, parce que ce sont des endroits pleins d'énergie, pleins de croissance, où tout est possible. Cette partie du monde me rappelle un peu le rêve américain, qui m'obsédait tant quand j'étais enfant, puis adolescent. J'ai gardé mon âme d'enfant, le seul talisman qui vaille, et c'est un peu elle qui me pousse à vouloir tenter l'aventure. Et puis d'un point de vue professionnel, et dans mon domaine de la finance, cette région offre de nombreuses opportunités pour qui veut voir et saisir. Sydney, c'est la porte de l'Asie avec Hong Kong, Singapour, Tokyo, Shanghai, Bali ou encore Kuala Lumpur en ligne de mire. Mais plus encore que cela, c'est ma soif de découverte, d'aventure et de savoir qui me donne envie de vivre cette expérience maintenant. Le savoir et la découverte de nouvelles choses rendent toujours la vie encore plus gaie en ce qui me concerne. Cela demande un peu d'effort au début, mais après, tout devient plus beau, plus gai donc et plus intéressant. Pour moi, le bonheur n'est pas une affaire de chance ou de destin, mais d'état d'esprit. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bien entendu, nous allons habiter un appartement ou une maison suffisamment grande, du moins on l'espère, pour vous accueillir en vacances. Pour un jour, une semaine, un mois, et nous allons revenir vous voir en Europe le plus souvent possible. Et dans le pire des cas, au moins une fois par an. Et peut-être plus, si l'on compte les voyages professionnels, que l'on aura probablement à faire, Maria et moi. J'espère de tout cœur que vous comprenez le sens de ma lettre, car si je vous l'ai écrite, c'est parce que je vous aime, que je tiens énormément à notre relation. Et j'espère surtout que vous comprendrez bien mon choix de partir vivre et travailler en Australie. La roue tourne, et c'est maintenant ma chance de vivre cette expérience avec Maria. Il ne faut pas que je la laisse passer. Je vous embrasse et espère pouvoir vous voir et vous parler avant notre départ en juillet. Puis, je l'espère, vous recevoir par la suite dans notre nouvelle maison de Sydney. Olivier, juin 2012.
Il a très bien lu. Merci beaucoup pour ce cadeau. Voilà, la bonne façon de terminer. Hein. Vous savez tout maintenant. Merci beaucoup d'être venu. Ça me touche beaucoup. Et puis voilà, puis au prochain Philo Bistro, le mois prochain, sur un autre hôtel. Et ce coup-ci, je serai modérateur. Merci à tous.